projet interdisciplinaire, en fait, il est sur 2 heures en moyenne sur l'année. Vous avez à côté de ça des activités autres, en classe entière, groupe affectif réduit, etc. Je pense qu'il serait de bon ton qu'à un moment donné, vous puissiez placer au sein de l'emploi du temps une barème de 4 heures, dans laquelle vous ferez de l'activité de cas, pratique, classe entière, ce que vous voulez, mais dans laquelle, à un moment donné de l'année, pendant peut-être quelques semaines, vous puissiez bloquer 4 heures consécutives pour l'activité de projet. Bien. Donc la date d'achèvement doit correspondre normalement à... Oui. Juste une question. Quand on a les 4 heures comme ceci, effectivement, on peut bloquer 4 heures, mais le prof de maths, il va être libre à ce moment-là. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. L'intervention du prof de maths ou de physique ou peu importe, elle ne doit pas se faire de la même manière sur toute l'année. Oui. Nous, on a une contrainte, on va avoir approximativement entre 30 et 35 élèves l'année prochaine en terminale. Il n'y a que 16 élèves qui rentrent dans notre labo. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on un bloc de 2 fois 4 heures. Là, c'est un levier extrêmement intéressant pour demander un dédoublement sur les activités de projet et l'activité pratique, ça serait bien ça. Non, je plaisante. Non, mais à un moment donné, c'est sûr que si votre laboratoire ne peut accueillir que 16 élèves, il faudra que vous les oubliez. C'est-à-dire évidemment les activités de projet, les activités pratiques, etc. Se déroulent en groupe affectif réduit. Donc il faudra mettre des moyens sur... de toute façon, vous n'avez pas le choix. Enfin, moi, non, mais attendez, si à un moment donné, après il y a des contraintes sécuritaires qui rentrent en compte. Si votre laboratoire, si mes souvenirs sont bons, peut-être en mettre un peu plus de 16, mais pas 32, c'est sûr. Mais vous n'avez pas le choix, il faut doubler, sinon après il faut délocaliser le laboratoire et puis trouver une salle plus grande. Bon, à un moment donné, il faut être clair. Bien, je poursuis sur la date de fin. Il serait bien, on a un challenge robotique qui marche bien dans l'académie, enfin qui marchait bien dans l'académie d'Orléans-Tours. Ça motivait énormément les élèves, on a eu de plus en plus de participants. Il serait bien également de se tourner vers d'autres types d'épreuves telles que les Olympiades. Les Olympiades qui ont lieu, les premières phases, il me semble, mi-avril. Donc à la mi-avril, si les projets pouvaient être achevés de façon à ce que les élèves puissent participer à ces Olympiades, ce serait une bonne chose. Je vais reprendre la parole concernant les Olympiades. Ça, c'est une demande en fait exprimée par l'inspection générale. Donc il existe les Olympiades des sciences de l'ingénieur, auxquelles évidemment sont conviés tous les élèves de sciences de l'ingénieur, première et terminale, mais également les élèves de STI 2D. Alors, dans ce diaporama-là que nous avons repris tel quel, donc Jean-Claude a modifié le bas de page en rajoutant les dates et le séminaire académique, mais en fait, je vous livre le lien qui est le même, c'est le PNF, enseignement spécifique des sciences de l'ingénieur du 27 mars, voilà. C'est une préconisation de l'inspection générale, et je pense que, comme le disait fort justement Jean-Claude à l'instant, notre challenge robotique académique arrive peut-être un petit peu à s'essouffler en bout de course. Je pense qu'il est bon de se renouveler tous les 5 ou 6 ans quand un dispositif a fait ses preuves, voilà, qui est intéressant, et effectivement il drainait un nombre d'élèves non négligeable. Je pense qu'il serait bon qu'on se régénère un petit peu. Et l'avantage de ce challenge, c'est qu'il est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que toute l'organisation est nationale. Ça veut dire que là, d'un seul coup, je me retourne vers les collègues chefs de travaux, je décharge finalement d'une très grosse pression les chefs de travaux de la qui ont eu en charge ce challenge-là. Bon, j'y suis passé pour la première édition, je sais ce que c'est. Voilà, ça c'est le premier point. Donc là, l'organisation est nationale. Le deuxième point, c'est qu'on va finalement faire des finales, enfin une finale académique, bon, et on va envoyer, comme ça a été le cas cette année, c'est vos cançons, les 2 représentants qui sont présents, enfin 3 avec le chef de travaux, qui vont aller à la finale nationale. Donc les lauréats de la finale académique iront représenter l'académie sur la finale nationale. Donc bon, c'est quand même intéressant, le prolongement non négligeable quand même de cette activité-là au niveau national, ça me semble assez intéressant. Voilà. Donc moi c'est ce que je serais enclin de vous proposer. Alors, je ne veux pas être trop restrictif ou trop directif dans ce que je vous propose, mais
il est sûr que l'an prochain, il n'y aura pas de challenge académique organisé sur l'Académie Orient-Tour, sauf si il y a un chef de travaux qui me met une pression folle pour l'organiser au sein de son établissement, auquel cas je pourrais céder facilement, mais sur le principe, je crois qu'il vaudrait mieux qu'on se tourne vers ce dispositif-là. Alors, au niveau du timing, effectivement, les finales académiques des Olympiades des sciences de l'ingénieur se situent, alors je ne sais plus les collègues de Vaucanson, je n'ai plus la date en tête là, ça a eu lieu à Orléans un lundi, peut-être que Frédéric vous souvient avec Serrier les dates, ça va être le 17 avril par là, je ne sais plus trop, bref, voilà. Mais le 17 avril, c'est une finale académique et dont on peut juger, si vous voulez, la pertinence du projet et puis son déroulement. Mais si ce projet n'est pas terminé, ça n'hypothèque pas ses chances d'aller au national. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous, enseignant, vous planifiez la fin du projet mi-mai, fin mai, alors avant fin mai, parce que fin mai c'est le national, mais vous pourriez très bien postuler sur la finale académique. Si votre projet est très pertinent, même s'il n'est pas complètement achevé, on peut penser que fin mai il sera achevé. De toute façon, il y aura un jury, c'est pour moi qui décide, mais il y a un jury, et puis vous serez peut-être lauréat de la finale académique, et vous vous présenterez après l'académie au national. Donc, vous voyez, en termes de finalité de projet, vous n'êtes pas obligé de le finir pour le 15 avril. Bon, ça peut être aussi un argument intéressant au niveau des équipes et des élèves. Voilà. Vous avez un site, pour vous tapez sur Google Olympiade des sciences de l'ingénieur, il y a un site qui explique le règlement. Et vous avez donc Pascal Serrier, qui est professeur donc, de classe prépa à Benjamin Franklin, qui pilote ce challenge. Alors, je lui ai dit, cette année, il y avait deux équipes. Donc l'équipe de Beaugency, ici représentée, l'équipe de Vaucanson. Bon, l'an prochain, il y aura un peu plus d'équipes, donc on verra comment on s'organise, parce qu'évidemment, on ne peut pas non plus faire reposer sur ce malheureux collègue toute l'organisation, mais on verra comment on s'organise. Mais l'avantage, c'est, je vous dis, c'est qu'il y a quand même un squelette, une architecture d'organisation nationale. Bien, maintenant on va parler de l'évaluation. Donc le BO prévoit 50% de la note de projet lors des 2 revues de projet, puis 50% de la note lors de la dernière présentation, lors de la soutenance à la fin de l'année. On a une grille qui va nous permettre d'évaluer ce projet. C'est une grille qui va présenter, alors je vais vous le montrer tout de suite, les différentes compétences qui doivent être acquises par les élèves. Alors, vous avez, premièrement, je vais vous parler de la première revue de projet. La première revue de projet qui intervient au début de l'année, qui va évaluer la compétence résoudre et simuler. Alors, résoudre et simuler, compétence évaluée, simuler le fonctionnement de tout ou partie du système à l'aide d'un modèle fourni. Afin de pouvoir évaluer cette compétence, on nous propose 2 indicateurs de performance qui sont les paramètres influents sont identifiés et les limites de simulation sont correctement définies. On va évaluer les élèves grâce aux colonnes qui se situent à droite, où vous voyez apparaître non et des chiffres de 0 à 3. Alors, dans ces cases, on va pouvoir cocher si oui ou non l'élève a acquis, a réussi à définir par exemple les paramètres influents, s'il a réussi à bien les identifier. Excusez-moi, mais si effectivement il a défini des paramètres influents sur un projet, ça ne veut pas dire que pour tous les projets il en a la compétence. Ce n'est pas un problème de compétence. On ne peut pas évaluer les compétences en se basant sur un projet. C'est pas parce que ça marche une fois qu'il sait le faire. Le principe de l'évaluation par compétence, c'est que vous allez mettre un élève dans une situation donnée, et donc vous allez évaluer sa capacité à traiter le sujet. Oui, c'est une capacité, c'est pas une compétence. Voilà. Mais cette capacité, si vous évaluez cette capacité, ça devient une compétence. S'il l'atteint, bah si, je suis désolé. Ça veut dire que dans un autre contexte, vous supposez qu'il est capable de le faire. Ce qui ne veut pas dire que c'est le cas. On l'évalue sur son projet. On l'évalue sur son projet, pas sur autre chose. On l'évalue. Il a réussi à le faire sur ce projet-là. Il devrait réussir à le faire sur un autre projet. Donc, ensuite, on va parler des poids
les différents poids. J'en ai pas parlé juste avant et je vais revenir dessus. Vous voyez que sur la compétence modélisée, on va avoir 40% de la note. 40% de la note qui va être attribuée, de la note de projet. Sur la compétence expérimentée, on a à nouveau 40%, et sur la compétence communiquée, 20%. Donc, ces compétences ensuite sont divisées, et vous voyez les différents indicateurs de performance, et on leur attribue à chacun une valeur également. Donc, pour la première, celle qui est les paramètres influents sont identifiés, on a 20%, donc des 40% comme poids pour l'évaluation. Est-ce que vous êtes à peu près clair là, sur ces grilles qui sont parues au BO déjà là? Ils sont peut-être passés rapidement, je ne sais pas. Dites-nous. Hein. Quelle est la différence entre non et zéro? Non évalué. C'est non évalué. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, dans le cadre d'un projet particulier, vous pouvez être amené à ne pas évaluer une compétence entre guillemets particulière. Je vous rappelle qu'une évaluation par compétence, en fait, dans le cadre d'une discipline, vous êtes, alors c'est un prélèvement statistique, d'accord, et pour que globalement l'élève ait atteint les compétences requises dans un cadre disciplinaire particulier, vous devez globalement évaluer entre 50 et 70 des compétences globales par prélèvement statistique, d'accord. Donc effectivement, vous supposez, bon an, mal an, qu'il y ait 30% des items listés dans le référentiel qui ne soient pas évalués. C'est comme ça. Donc, comme pour la STIDD, parce que c'est un peu le même principe, on aura donc un logiciel qui nous permettra, enfin, le fichier Excel, qui nous permettra de recalculer la note en fonction de ce qu'on a évalué. Oui, tout à fait, parce que finalement, ça, vous l'avez bien perçu, là, hein, c'est en fait une photographie d'un fichier Excel, donc que vous aurez à disposition, et dont les cases sont déjà précalculées à l'avance. Hein, ça veut dire que le premier item, là, hein, on est bien sur 40, alors on est bien sur 20% de 40% du premier item. Alors évidemment, vous n'allez pas vous amuser avec la machine à calculer en disant, bon, cet élève-là, il n'a pas trop bien atteint, on va le mettre à 1, donc ça représente une certaine pondération de 20%, de 40% de la compétence évaluée. Donc évidemment, ce fichier vous fait les calculs automatiquement. Vous avez simplement à mettre un signe, un caractère alphanumérique dans une des cases. Donc ça là, c'est la présentation de la première évaluation sur la revue de projet 1. Et vous avez la même chose en fait sur la seconde revue de projet, qui elle va permettre, là on a 34% de la note totale de projet qui sera évaluée dans cette revue de projet. Oui, Jean-Marc. Dans ce cas-là, comment se passe, qui surveille, entre guillemets, qui s'occupe des autres élèves? On mettait son arrangement de 16 heures terminées, le collègue de physique vient en dehors de 16 heures, qui est à chez nous, et là, comment on le met en place? De la même manière, là, au niveau des revues de projet, vous pouvez très bien isoler un groupe d'élèves, donc que vous allez, on va dire, évaluer, faire le point avec, voilà, pendant que les autres vont continuer, vont poursuivre leur projet en autonomie. Voilà. Et puis après, interroger plus particulièrement un élève issu de ce groupe de 4. D'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, ça se fait vraiment dans une salle séparée, enfin, dans un bureau séparé. Et donc, dans ce cas-là, s'il n'y avait pas cet arrangement-là, il n'y aurait personne pour surveiller les élèves. Alors là, je pense que dans le cadre des revues de projet. Donc, est-ce que ça peut se faire, entre guillemets, dans le labo, ça peut se faire? Bien sûr, tout à fait. On est dans le cadre de revues de projet. D'accord. Il y a les deux revues de projet. Je ne parle pas de la soutenance, c'est autre chose. Il y a les deux revues de projet. Vous pouvez les faire naturellement soit dans une salle continue ou dans un coin du laboratoire quand vous avez isolé 3 ou 4 élèves qui travaillent sur votre projet. Et puis les évaluer comme ça. Dans le laboratoire, parce que là, vous pouvez le faire dans le laboratoire, bien sûr. Le problème de... Non, mais dans ce cas-là, vous les isolez dans un coin du laboratoire. Je ne me rappelle plus trop comment c'est fait à un grève.
Mais voilà, bon, si vous avez la place, les élèves travaillent dans le laboratoire, vous nous réservez une place au fond pour évaluer vos élèves. Ah bah, les restes du groupe travaillent en autonomie. Alors sinon, j'ai bien une solution. C'est-à-dire que vous convoquez finalement les élèves individuellement pour les évaluer, alors pendant le temps qui vous convient, et puis les autres, pendant ce temps-là, ils sont en permanence ou autre. Enfin, c'est une solution, c'est pas forcément la plus pertinente. Oui, c'est en gros. Globalement, on mettra la même note de la groupe des élèves pour la revue. Alors, toutes les tâches attribuées aux différents élèves ont été définies lors de la note de cadrage au tout début de l'année. Donc, il se peut que certaines compétences soient acquises par certains élèves et pas les autres, parce qu'ils n'ont pas eu exactement le même travail. Donc, pas forcément la même note pour tous les élèves. Je voudrais bien aussi, finalement, au sein du groupe, quelque part, confier les mêmes activités de simulation sur des solutions constructives légèrement différentes, d'accord, et que certains élèves réussissent finalement la simulation, qui simulent du génie mécanique, du génie électrique ou que sais-je, et d'autres ne réussissent pas. Donc ils vont être sur les mêmes activités, en vue d'évaluer les mêmes compétences. Certains vont réussir, d'autres pas, c'est moins bien. Donc ils n'auront pas la même note. Si on les évalue en même temps, les autres vont regarder ce que Oui, mais si vous évaluez par exemple la capacité qu'a un élève de modéliser une solution constructive, vous pouvez faire ça sous SolidWorks, voilà. Vous pouvez le faire sous le logiciel de développement des contrôleurs que vous avez ou autre. Ce n'est pas les mêmes outils, seulement à un moment donné, vous visez bien les mêmes compétences. Oui, Frédéric. Alors. Oui, juste un mot. Je pense que le souci qu'on a, c'est qu'on mélange deux choses. Revue de projet et évaluation. Une revue de projet, au départ, c'est pas fait pour évaluer l'élève. C'est fait pour évaluer la tenue du projet. Et là, il faut essayer en même temps, dans ce même temps-là, de voir où on va et de pouvoir évaluer l'élève. Il y a une distinction. En STI 2D, c'est un peu plus clair à ce niveau-là. On préconise X revues de projet, dont certaines sont support d'évaluation, mais pas toutes. Parce qu'il faut arriver à savoir si on va aller au bout du projet avant toute chose. C'est vrai que c'est pas facile. Oui, alors, oui, effectivement, sauf que dans le... Pardon, pour répondre, Frédéric, la loi sur la note de cadrage là, qui va sortir, il est bien stipulé que l'évaluation, la première partie de l'évaluation du projet, prend quand même appui sur les revues de projet. Bon, voilà, donc... Oui, mais c'est tout la question. Est-ce qu'il y a eu un projet zéro déjà de... Non. Bon, je pense que raisonnablement, quand même, vous pouvez vous appuyer sur votre expérience du PPE, parce qu'on va quand même pas trop s'en éloigner. Bien. Une chose importante, d'autres compétences peuvent être mobilisées par les élèves sans être évaluées à cette étape du projet. C'est-à-dire que lors de la deuxième phase d'évaluation, la seconde revue de projet, on va évaluer les compétences qui sont ici citées et pas d'autres compétences, même si on peut les apercevoir durant cette phase. La dernière revue de projet, 50% de la note totale du projet. Et puis, la soutenance. Voilà. Alors, quelques points. Alors, deux points là-dessus. Là. Le premier, la validation des projets, on ne va pas partir sur une validation académique ou interacadémique, entre guillemets, comme on connaît en BTS. On continue le dispositif existant. C'est-à-dire que moi, quand je dis moi, c'est mes collègues, on signera donc les notes de cadrage. Premier point, d'accord, avec les restrictions, enfin du moins les recommandations formulées précédemment. Ensuite, concernant la soutenance, donc les textes prévoient que le projet interdisciplinaire, en fait, est évalué lors de la soutenance par une équipe pédagogique qui n'a pas suivi le projet en cours d'année. D'accord ? Alors, dans les gros établissements, quoique, puisque maintenant, de plus en plus, vous l'avez compris dans mes propos introductifs, on va sans doute s'orienter vers une seule division en SSI, voire une et demie, donc on va finalement retrouver les mêmes professeurs,
sans doute, hein, qui encadrent à la fois la première et la terminale. Donc ça va être de plus en plus dur, même dans les grosses structures, de trouver des professeurs de sciences de l'ingénieur qui n'auront pas du tout encadré le projet ou qui ne connaissent pas, on va dire, les élèves qui devront évaluer. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a toujours la problématique des petits établissements, les 4 que j'ai cités tout à l'heure, je ne focalise pas sur ces 4 établissements, mais bon, qui eux, de toute façon, voilà, il y a 2 collègues qui travaillent sur cette filière-là, et ils n'ont pas le choix, ils ont fatalement suivi des élèves en première et en terminale. Bon. Alors, pour cette organisation-là, on va sans doute, je n'ai pas encore l'aval hein, de l'ADEC, mais on va sans doute continuer à travailler comme on faisait jusqu'à maintenant, notamment dans le cadre des TPE, c'est-à-dire faire des petits jurys de bassin. Alors, ce que j'ai essayé de glisser, j'espère avoir une réponse positive, ce serait de faire en sorte quand même qu'il y ait des permutations d'équipes enseignants, vous voyez, dans tous les bassins. Alors, évidemment, l'idée, c'est pas d'envoyer les gens de Caroline Martin sur Ribéo, hein, évidemment. Bourges sur nos gens le retrouvent pour faire court. Mais on pourrait prévoir quand même, en prenant comme bassin le demi-département, vous voyez, des glissements d'équipes, ça me semblerait quand même sain que voilà, vous puissiez évaluer des élèves que finalement vous connaissez l'élève là-dedans.